Bonjour à toutes et tous. Au nom du Centre d'action laïque, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de notre Midi Pile consacré au thème neutralité et droit du patient. Donc avant de commencer, je vais dire un petit mot sur moi pour me présenter. Je m'appelle Lucie Baridez, je suis chargée de mission au sein de la études et stratégies pour le Centre d'action laïque. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui de co-animer le débat avec Madame André Poquet, ici présente, qui est administratrice au Centre d'action laïque, mais aussi présidente du service laïque d'aide aux personnes. Donc je vais me tourner maintenant vers nos invités politiques. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Donc nos représentants politiques ici sont pour la plupart tous députés au fédéral et membres de la commission santé et égalité des chances. Vous le savez, le ministre des Affaires sociales et de la santé publique, Frank Vandenbroek, a annoncé un projet de modernisation de la loi relative aux droits du patient. Donc, son objectif, c'est de rendre la loi de 2002 plus adéquate avec les réalités contemporaines, mais aussi les besoins en matière d'autonomie des usagers. Alors, il a fait appel à 2 experts en droit du patient, donc Monsieur Tom Goffin de l'Université de Gand, mais aussi Madame Jacqueline Hermans, qui est avocate au barreau de Bruxelles, qui est également membre du comité consultatif de bioéthique et qui est aussi administratrice du CAL. Elle est excusée aujourd'hui, elle devait être présente, mais elle a eu un petit souci de santé. Donc, il a fait appel à ces 2 experts en droit du patient pour co-rédiger le projet de modernisation. Et donc, ce projet de modernisation, il comporte des avancées majeures pour consolider l'autonomie du patient, avec notamment un outil de planification anticipée de soins, par lequel les patients pourront désormais mettre par écrit et de façon explicite leurs choix en matière de traitement et des choix autant positifs, là c'est surtout la nouveauté, et des choix négatifs. Alors, donc le ministre n'a pas encore déposé ce projet de modernisation de la loi. Avant ça, il a initié une consultation citoyenne à laquelle le CAL a d'ailleurs répondu en lui adressant une lettre pour donner son avis, notamment sur l'accès aux soins, aussi sur la neutralité au sein des structures de soins de santé, également sur la formation initiale et continue des prestataires de soins, et enfin sur le rôle des accompagnants, des accompagnants moraux et religieux au sein de ces structures de soins. Alors nous attendons désormais le dépôt de ce projet de modification de la loi, mais évidemment avant nous souhaitons récolter les positions des différents partis francophones représentés à la Chambre. Et donc je me tourne maintenant vers vous pour vous poser ma toute première question. Alors selon vous, va-t-on dans le bon sens avec ce projet en matière d'autonomie du patient? Je vais donner la parole en commençant par Monsieur le député Thierry Warmous, donc président de la commission, si vous souhaitez répondre.
Je vais parler surtout en tant que PTB ici aujourd'hui. En même temps, je suis président de la commission santé et j'allais commencer par dire quelque chose qui, je pense, sauf si on me contredit, fera consensus ou fait consensus dans la commission parmi les différents groupes politiques, c'est que la santé est un droit et un droit auquel tout le monde doit avoir accès, c'est-à-dire un droit constitutionnel, il est dans la Constitution, et que les droits des patients et la loi sur les droits des patients de 2002, dont on a fêté l'année passée le 20e anniversaire, doivent traduire concrètement ce droit dans notre législation, parce que les patients ont aussi besoin d'une protection. Quand on est malade, on est vulnérable, et donc quand on a besoin de soins, on a besoin aussi de pouvoir, on est dépendant des autres, on a besoin de pouvoir exercer ses droits, et on a aussi besoin de savoir à qui on peut se tourner si les choses se passent mal ou pas comme prévu. Voilà, c'est quelque chose que nous partageons, je pense, entre les différents groupes politiques. Et donc, il y a eu la loi droit des patients que j'ai mentionnée. Il y a eu aussi la loi sur la qualité des soins de santé de 2019 qui ont aidé à contribuer à ces droits. Mais la commission ne s'est pas arrêtée là. Nous avons travaillé assez bien sur les droits des patients en tant que commission santé puisque nous avons tenu 4 jours d'audition en février 2021 et en juin 2022 où 32 organisations et experts se sont exprimés. Voilà. Et donc... là, c'est un premier regret que je voudrais exprimer, et là je reprends ma casquette PTB, c'est qu'on a travaillé, comme j'ai dit, l'idée était consensuelle, on a fait ces auditions, on a travaillé à une résolution auquel tout le monde a pu avoir des contributions, nous en tant que parti d'opposition également, et une partie de nos propositions ont été reprises, mais en fin de compte, donc la rapporteure, Mme Ampéborg, a fait une proposition de résolution dans laquelle elle a intégré toute une série de propositions des différents groupes politiques, mais en fin de compte, il y a eu un vote qui s'est fait majorité contre opposition, où au fait, toutes les propositions de la minorité, que ce soit de nous en tant que PTB ou de Défi ou des engagés, par exemple, ont été rejetées à part quelques modifications techniques. Et ça, c'est un peu un regret parce qu'on espérait travailler en consensus. Alors, peut-être pour répondre à votre question, mais je dois faire une petite introduction quand même sur ce qui s'est passé, puisque la résolution a alors été la base pour le ministre, effectivement, ou une des bases en tout cas, pour travailler à réformer la loi, que nous avons toujours eu une attitude constructive dans les travaux, ça je l'ai dit, et quelques avancées positives que nous soulignons, et que nous avons aussi proposées, c'est le fait d'avoir un rapport écrit après une discussion avec un médecin, que le patient ait un document où il puisse réfléchir sur ce qu'on lui propose et qui peut reprendre éventuellement après s'il y a des soucis. La fonction de médiation qui doit être professionnalisée et les investissements nécessaires aussi pour que ça puisse se faire. La mise en place de points de contact régionaux, de médiation au niveau des réseaux hospitaliers ou de la première ligne. Le droit aussi de consulter et de recevoir copie du dossier des patients mineurs, c'est quelque chose qui a été répété plusieurs fois dans les auditions. Donc, un patient mineur décédé, plutôt, les parents n'ont pas accès actuellement au dossier, donc ça c'est quand même quelque chose de très pénible. Et la divulgation plus large des droits existants. Je vais encore mentionner 2 regrets, on en a d'autres, mais des mesures que nous avions proposées, mais qui donc ont été rejetées, avec le témoignage de Mme Wouters, qui est de la plateforme flamande des patients, par rapport à des problèmes ennuyeux pour les patients où parfois il y a des erreurs dans leur dossier. Et donc je lis le témoignage. Je me souviens de l'exemple d'une personne qui a indiqué que le dossier disait qu'elle ne pouvait plus marcher 3 km alors qu'il s'agissait de 300 mètres. Ce sont des choses qu'il est important de pouvoir prendre en compte en tant que soignant. Et donc on avait proposé effectivement de donner aux patients le droit de faire corriger leur dossier et on a amendé le texte à ce niveau-là puisqu'il n'était pas repris. Notre amendement a été rejeté, et donc même sans donner d'explication au fait. Et un deuxième point, lors des auditions, on a beaucoup insisté sur le fait de rendre les soins plus compréhensibles pour les gens. Parce que vous savez tous que le langage des médecins est parfois un peu compliqué à comprendre et que c'est important de comprendre pour pouvoir donner un consentement éclairé, bien entendu, quant au traitement. Et donc nous avions proposé qu'un infirmier aide le patient à comprendre les options qui s'offrent à lui en assistant à la discussion entre le médecin et le patient pour pouvoir vérifier après si tout est bien compris et donner les explications. Ça aussi, malheureusement, ça a été refusé. Voilà, je pourrais en dire beaucoup plus, mais je suppose que mon temps est plus ou moins écoulé. Oui. D'accord, merci à vous. Je vais peut-être maintenant donner la parole à Monsieur André Bossely, si vous voulez bien enchaîner. Oui, voilà, donc moi je ne suis pas parlementaire, mais je suis médecin de profession, enfin maintenant je suis émérite, et d'autre part mon âge me permet de me mettre quand même bien à la place des personnes âgées. Alors,
en gros, c'est une avancée, c'est très bien ce texte. Je crois qu'un des points importants, c'est de bien montrer que lorsqu'on est, en tout cas, hospitalisé, on est pris en charge par une équipe médicale et une équipe de soignants. Et que le texte fait bien appel à cela, et je crois que c'est vraiment une chose importante. Les points, pas de détail, mais les points d'attention qu'on voudrait souligner sont tout d'abord concernant, et je crois que c'est un rôle très important, la personne de confiance. C'est très important, mais il y a des situations où la personne de confiance peut ne pas être celle à qui on pense nécessairement. Et je prendrai 2 exemples aux âges différents de la vie. Pour les adolescents, surtout les adolescents mineurs, donc, où bien sûr les parents doivent être les conseillers aussi, mais ils peuvent aussi choisir, en dehors de la famille, quelqu'un qui est leur personne de confiance. Je crois que c'est important. À l'autre extrémité de la vie, donc chez les personnes très âgées, ce n'est pas parce qu'ils vivent en couple que c'est nécessairement la personne du couple qui est la meilleure personne de confiance, parce que ça dépendra notamment, surtout, d'abord de leur entente, mais aussi de leur état physique, mental et tout. Et donc, insister et sur le rôle des enfants, et à nouveau sur le rôle d'une personne de confiance extérieure qui est choisie par le patient. Alors, à côté de ça, j'ai entendu la question de l'explication qui doit être complète et compréhensible. Je pense qu'on a un bon modèle dans les hôpitaux, surtout dans les hôpitaux universitaires qui font de la recherche. On propose à des patients de participer à des études cliniques. Et là, il y a un effort extrêmement important qui est fait dans l'explication. Et cette explication de la thérapeutique qui s'applique à de la recherche, elle est supervisée par les comités d'éthique. Et elle doit être compréhensible. Et je pense qu'on doit apprendre à rendre les explications dans un langage que les patients vont comprendre. Mon dernier point concerne alors les questions de plainte ou lorsque les choses se sont passées de manière imprévue et particulièrement tragique lorsqu'il y a un décès. Il faut aller au-delà, je dirais, de la plainte, parce que dans beaucoup de situations, on est devant une famille qui est perdue parce qu'elle ne comprend pas. Et elle n'envisage pas d'aller en justice, de faire une plainte formelle, mais elle voudrait qu'on comprendre. Et elle voudrait qu'on parle de manière avec suffisamment d'empathie pour expliquer les choses. Et là, il y a vraiment encore de grands problèmes, et je suis très heureux de voir qu'on veut réfléchir à ce que les médiateurs qui sont présents dans les hôpitaux aient une formation, et peut-être d'avoir des médiateurs extra-hospitaliers. Mais je crois que c'est important. Il n'y a pas que les plaintes, il y a les explications. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bosli, pour cette intervention. Je laisse maintenant la parole à Madame Laurence Hennuy. Je vais d'abord revenir sur tout le processus. Pour revenir déjà en 2017, mon groupe qui était dans l'opposition à l'époque, c'était Muriel Jerkens et Anne Dedry qui avaient commencé à faire des tables rondes pour en fait faire en sorte que la loi de droit du patient qui datait d'il y a un peu moins de 20 ans à l'époque colle mieux en fait à la réalité des soins. Et suite à ces tables rondes, il y avait une proposition de résolution que nous avons reprise dans cette législature où effectivement on a réalisé beaucoup d'auditions et on s'est rendu compte en fait de l'ampleur de la tâche si on voulait se dire ok, avec cette résolution, est-ce qu'on pourrait travailler à l'amélioration de la loi. Et on s'est rendu compte en fait de l'ampleur de la tâche si on voulait se dire ok, avec cette résolution, est-ce qu'on pourrait travailler à l'amélioration de la loi. Et on s'est rendu compte en fait de l'ampleur de la tâche si on voulait se dire ok, avec cette résolution, est-ce qu'on pourrait travailler à l'amélioration de la loi.
Et finalement, chaque concept était excessivement complexe parce que ça touchait à la loi de droit du patient, ça touchait aussi à la loi qualité, c'était de la mise en pratique de valeurs. Et donc, c'est vrai que on a décidé d'en faire un travail de la commission santé en général, qui a abouti, je ne sais pas, peut-être à 60 résolutions qui vont vraiment dans des sens très divers, qui touchent à la fois à la loi de droit du patient, qui touchent aussi à la loi qualité. Et le processus qui a été mis en place par le cabinet est assez rassurant en soi, parce qu'on voulait que ce soit la commission droit du patient qui soit à l'initiative du travail en profondeur, en fait, de traduire ces recommandations en texte de loi. Et dans quelle loi et jusqu'où faire ce travail. Et donc c'est effectivement rassurant que ce soit Tom Goffin et Jacqueline Hermans en fait qui soient à la manœuvre de ce travail. Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, vraiment. Maintenant, je serai vraiment attentive à la manière dont ce sera traduit dans les textes et jusqu'où en fait on va aller, parce que c'est une chose de rajouter peut-être certains éléments ou de les préciser dans la loi droit du patient, mais ce qui nous importe en fait, c'est que cette loi droit du patient, elle soit une réalité sur le terrain. Et c'est ça en fait qui ressort de toutes les auditions, c'est que les principes et les valeurs, ils sont acquis, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas parce qu'en fait, on va peut-être pas assez loin dans la formation des professionnels de santé, parce qu'il y a un manque de temps, enfin voilà, plein de raisons. Et donc, comment est-ce que ça va se traduire effectivement dans les textes? Je serais, je dirais entre ce que la commission de droit du patient va proposer et puis finalement, in fine, ce que le ministre va en faire, il faudra être excessivement aussi attentif collectivement. Très bien, je vous remercie grandement pour cette intervention. Donc oui, vous pouvez passer le micro à monsieur le député Daniel Baclen. Merci. D'abord, merci pour votre invitation. Je voulais dire, je suis sans doute, en tout cas ici, je suis le seul à avoir voté la loi sur le droit des patients en 2002. C'est pas un avantage, hein, ceci dit. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'y ai participé. C'était sous l'égide de Magda Alvout à l'époque. Et on a fait un travail très important. Et c'était une véritable révolution, hein, parce qu'en fait, on a placé, c'était la première fois qu'on plaçait véritablement le patient au centre de tout le processus de santé. Et ça, c'était véritablement nouveau à l'époque. C'est aussi une période où on a voté la liberté pour l'euthanasie, on a voté la recherche sur les embryons, puis le mariage des homosexuels. Enfin, c'était une période tout à fait magique, hein, en tout cas pour moi, à l'époque. Et donc c'était vraiment enthousiasmant. Ça valait vraiment la peine d'être député à ce moment-là. Et puis, voilà, aujourd'hui, on essaye d'améliorer, parce que forcément, les droits du patient, ils évoluent. C'est quelque chose de profondément évolutif, forcément, puisque la société change tout le temps et qu'on doit évidemment adapter cette loi de manière continuelle. Et pour moi, il y a en tout cas 3 aspects qui me paraissent vraiment très importants. Le premier, c'est de passer du formalisme au réalisme. C'est vrai pour les droits comme pour les libertés. Il y a des libertés formelles et il y a des libertés réelles. Et donc, dans les textes de loi, souvent, on reprend des libertés formelles, mais bon, après ça, il faut les rendre réelles. Et par exemple, quand on parle... Voilà, moi j'aime beaucoup le premier item, là, c'est parler, être écouté. C'est évidemment fondamental. Mais il faut que la structure le permette. Donc le droit du patient de s'exprimer, c'est fondamental. Le droit de dire ce qu'il veut, c'est fondamental. Mais il faut évidemment qu'il y ait une écoute derrière. Et cela, la structure hospitalière ne permet pas toujours ça. Puisqu'on est souvent dans l'hypertechnicité et finalement il n'y a que les actes techniques qui rapportent dans les hôpitaux, hein, pour le dire platement. Le temps que le médecin passe avec le patient ou que le professionnel de la santé passe avec le patient à parler avec lui, à l'écouter, tout ça ne rapporte rien à l'hôpital, hein, il faut bien savoir ça. Et ça, c'est évidemment un phénomène. C'est pour ça que dans la loi sur le financement des hôpitaux, hein, qui vient aussi progressivement devant le Parlement, il faudrait être très très attentif à la nomenclature pour revaloriser ce qu'on appelle dans le jargon l'acte intellectuel.
mais c'est le temps d'écoute et de relation humaine avec le patient. Et ça, c'est véritablement fondamental aujourd'hui et on doit être très attentif à ça. Le deuxième point très important, c'est la multiplication des données qui concernent le patient. Ça a fortement changé depuis 2002. Évidemment, le dossier informatisé, le dossier partagé, toutes ces notions-là. Donc la récolte des données fait qu'on se trouve devant une masse de données et de data qui est considérable. Il faut donc mettre de l'ordre dans tout ça pour savoir d'abord qui a accès à ces données-là. Parce qu'on arrive alors au troisième point qui est fondamental, c'est la vie privée des patients, qui est pour moi fortement, je ne dirais pas menacée, parce qu'il faut quand même accepter les progrès et ce que génère l'informatisation, c'est important au niveau de la qualité des soins aussi, mais on doit avoir une attention particulière sur le fait que la vie privée du patient est aujourd'hui menacée par la multiplication des données qui circulent dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a fait que l'Europe a fait le RGPD, c'est pour ça qu'on a pris toute une série de lois qui essayent d'encadrer ce phénomène. Mais malgré tout, il faut que le patient ait le droit de dire qui a accès à ces données. Ça, c'est pour moi très très important et ce n'est pas toujours respecté, loin de là. Il y a parfois des tas de personnes, des dizaines, parfois des vingtaines de personnes qui ont accès à des dossiers médicaux dans la structure hospitalière et on ne sait plus très bien finalement ce qu'on va faire de cette connaissance, entre guillemets. Et donc là, je crois que c'est vraiment un point sur lequel on doit beaucoup insister. Et je termine aussi, c'est encore tout un débat, on l'a repris dans notre résolution, tout un débat sur l'impact de l'intelligence artificielle à venir. Ça va être un gros champ aussi qui va nous obliger à prendre quand même, à mettre un certain nombre de garde-fous par rapport, c'est le cas de le dire, de garde-fous par rapport à ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ça peut être quelque chose de très intéressant sur le plan de la qualité, sur le plan du diagnostic et des thérapeutiques, c'est sûr, mais il faut aussi que ça se fasse dans un cadre réglementé qui nous permette de sauvegarder les droits du patient à sa vie privée, etc. Et le dernier point, c'est la déclaration anticipée en matière, je dirais même la déclaration anticipée, surtout négative, je pense, parce que c'est quand même cela qui est parfois le plus important aujourd'hui aussi. Il faut qu'on arrive à légaliser un modèle de déclaration qui soit clair, précis, et qui permette aux patients de s'exprimer en toute confiance par rapport à ses choix personnels et donc qui permette son autonomie, son émancipation en fait, puisque le but de la loi sur le droit des patients, c'est bien de cela qu'il s'agit, l'autonomie et l'émancipation des patients. D'accord, je vous remercie Monsieur Baclaine. Je vais maintenant tout de suite passer la parole à Madame Roni. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Merci au Centre d'Action Laïque tout d'abord d'avoir organisé ce débat sur un sujet qui me semble effectivement fondamental. On est tous et toutes des patients. En fonction des aléas de la vie, nous sommes confrontés à un virus, nous sommes confrontés à une maladie, chronique ou pas. On tombe enceinte, on n'arrive pas à tomber enceinte, et du coup, on recourt à la procréation médicalement assistée. Et donc, en fonction des circonstances de la vie, nous sommes des patients et nous avons des droits qui doivent aller de pair. Et c'est vraiment dans cette optique-là que cette loi sur les droits du patient a été votée. Et d'ailleurs, merci par conséquent à M. Baclaine pour sa contribution et son vote. Et je pense qu'il faut être de bon compte par rapport à cette loi, dans le sens où on a vu qu'une volonté politique se dégageait ces dernières années, et en particulier dans le cadre du 20e anniversaire de la loi sur les droits du patient, pour en quelque sorte dépoussiérer cette loi et quelque part l'adapter à l'évolution de la société et aussi l'adapter à l'évolution du paysage des soins de santé. Et donc je pense que c'est finalement dans ce cadre-là qu'un gros travail effectivement a été réalisé au sein même de notre commission santé avec des auditions. On a pu entendre les experts, les médecins, les soignants, mais aussi les patients. Je pense que c'était vraiment un moment très très important de pouvoir entendre les fédérations de patients, notamment l'ALUS. Et dans un deuxième temps, de voir arriver effectivement, on l'espère très prochainement, ce fameux projet du ministre de la Santé, parce que le but de notre proposition de résolution qui a été adoptée suite à ces auditions, c'était de formuler des demandes précises, concrètes,
au gouvernement, à charge pour lui de pouvoir les concrétiser dans un texte de loi. On sait qu'une proposition de résolution, ça n'a pas de force contraignante, mais on a quand même voulu lancer un signal clair au gouvernement, et donc je pense que le Parlement, à ce niveau-là, a quand même fait le job. Donc par rapport à ce projet, déjà sur la forme, je pense qu'il était tout à fait intéressant de l'ouvrir à une consultation publique. Je pense qu'elle était en cours jusqu'au 18 avril dernier. On verra ce qu'il en ressortira, mais je pense que déjà de pouvoir avoir cet échange avec les patients et les acteurs directement concernés, c'est assez rare que pour le souligner. Et puis ensuite, sur le fond, je pense effectivement que ce projet participe à un renforcement de l'autonomie du patient, notamment par cette possibilité de planification préalable des soins. Pourquoi c'est important? Je pense à 2 cas de figure qui me semblent très, très importants. Premièrement, le cas de patients qui souffrent de cancer. C'est important pour un tel patient de pouvoir déterminer ses priorités. Il y a des patients qui sont prêts à tout pour pouvoir prolonger leur vie, à aller à l'hôpital autant de temps qu'il le faut pour pouvoir bénéficier de soins. Et puis, il y en a d'autres qui réalisent qu'en fait, leur priorité, c'est de passer un maximum de temps chez lui, chez eux, auprès de leur famille. Il y a aussi cette volonté de se dire « j'ai plus beaucoup de temps pour moi, j'ai envie de concrétiser mes derniers projets personnels ». Donc c'est vraiment cette manière d'aménager la fin de sa vie finalement. Et puis il y a aussi, je pense, aux patients qui souffrent de maladies chroniques, qui là aussi doivent pouvoir voir de quelle manière ils peuvent bénéficier de ces soins tout au long de leur vie. Et donc cette planification, je pense que c'est important de le voir non pas comme un outil de fin de vie, mais plutôt comme une manière de donner un sens à ces soins. Toutefois, force est de constater qu'en l'état, en tout cas lorsqu'on lit le texte qui est sur Internet, donc qui est sur le site du ministre, on se rend compte qu'il n'a pas été, en tout cas c'est notre sentiment chez DEFI, n'a pas été au bout de la démarche, puisqu'il n'a pas tenu compte des recommandations parfois très claires et très pressantes qui ont été émises lors des auditions. Et donc, c'est impossible malheureusement de faire une liste exhaustive, mais je voulais en citer quelques exemples, tout en sachant que, effectivement, cette consultation publique aura pour but de pouvoir améliorer ce texte et de pouvoir peut-être, sans doute, je l'espère, le compléter. La première chose qui, à mon sens, manque, et ça ne pourra pas se faire dans le cadre de la loi en tant que telle, mais pour moi, ça va de pair, c'est absolument indispensable, c'est la revalorisation des professions de soins. Tout ce qui concerne les soignants, les infirmières, les médecins. Aujourd'hui, si on continue dans cette logique d'avoir aussi peu de médecins et soignants, et par ailleurs ceux qui sont sur le pont, qui sont épuisés, qui sont éreintés, forcément, les droits des patients ne seront pas effectifs dans la pratique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Certains de mes collègues tout à l'heure disaient que ces droits du patient devaient être une réalité sur le terrain. Il faut pour cela revaloriser les professions de soins. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, le ministre Van den Broek nous annonce des groupes de travail, des task force, etc. Mais on en attend toujours quelque chose de plus concret. On attend aussi beaucoup de choses pour ce qui concerne les droits du patient mineur. Encore il y a 2 semaines, j'étais en visite à l'UDERF, donc l'hôpital des enfants Reine Fabiola, et tous les soignants ont insisté sur le fait qu'il fallait arrêter de voir les enfants comme des petits adultes, comme des adultes miniatures. Les enfants ont des besoins spécifiques et par conséquent des droits du patient spécifiques. Aujourd'hui, ça ne se retrouve pas dans le texte de M. Van den Broek, alors que ça avait été précisé par la plateforme Joy, qui regroupe donc toute une série de pédiatres et qui ont vraiment lancé un cri d'alarme à notre commission, disant on veut être entendu parce que les besoins des patients mineurs ne sont pas suffisamment pris en considération. Et puis on peut parler aussi du principe de confidentialité de la médiation, le fait qu'il n'y ait pas de chapitre consacré à la santé mentale, par exemple. Je pense que c'était aussi une demande très très pressante qui avait été émise. On a vu durant cette crise sanitaire à quel point la santé mentale c'est quelque chose qui est fondamental et qui a des liens d'ailleurs avec la santé physique. Donc je m'arrêterai par là sur ça en vous expliquant que oui, on sera extrêmement vigilant par rapport à ce qui sera même de ressortir des travaux de cette consultation publique. Très bien, tout grand merci. Et je laisse finalement la parole à Monsieur Hervé Rigaud pour une dernière intervention.
Eh bien merci à vous, merci de votre présence aujourd'hui, ce qui témoigne sans aucun doute de l'importance du sujet. C'est vrai que 20 ans, c'est un moment où, peut-être pas de réformer, mais en tout cas de se poser et d'améliorer, de dépoussiérer cette loi sur les droits des patients. Mais le faire parce que, comme l'ont dit déjà plusieurs de mes collègues, la société a changé. Nous avons toutes et tous changé. Le patient se prend davantage en main que par le passé. Il souhaite de l'autonomie, il souhaite sa liberté de poser des choix. Pour ce faire, il faut qu'il ait tous les éléments, pour le faire en connaissance. Il y a aussi une évolution de la multidisciplinarité de nos jours. Et donc, ce qui veut dire que cette multidisciplinarité doit amener aussi à toute la notion de secret professionnel, de secret médical partagé, d'intérêt supérieur du patient encore et toujours. Et puis un nouvel élément que soulignait M. Baclaine tout à l'heure, c'est aussi la protection de la vie privée. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu est important pour le Parti socialiste. Nous avons à cœur de travailler dans ce projet sur les éléments qui sont l'autonomie et la liberté du patient, numéro 1, l'accessibilité aux soins de santé, financière bien sûr, mais accessibilité aussi, la liberté d'accéder aux soins que l'on souhaite et de refuser certains soins aussi, et puis la qualité des soins de santé qui doit être maintenue. On l'a évoqué aussi de façon transversale ici. Si l'on consacre du temps, et c'est essentiel, à écouter le patient, à l'informer, il faut aussi donner les moyens aux soins de santé de pouvoir le faire sans que demain on ait une perte de qualité dans les soins somatiques aussi qui sont essentiels. Et donc ici, ce que l'on soulignera dans la méthode qui a été menée jusqu'à présent au sein du Parlement, de la Commission Santé, c'est évidemment le temps que nous avons pris à écouter les experts, les patients, les représentants des patients, le temps que nous avons pris également à écouter la Commission fédérale du droit des patients. Et puis aujourd'hui, en parallèle, Mme Rony le soulignait, l'attente de cette enquête du SPF Santé publique qui est lancée et qui est une véritable consultation qui doit guider les choix futurs qui seront inscrits dans le projet de loi du ministre Van den Broek. Et puis ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion aujourd'hui dans les enjeux futurs, c'est bien sûr une attention particulière au public vulnérable. Puisque l'on souhaite, et c'est essentiel, que le patient fasse ses choix de vie librement, qu'il choisisse d'être soigné ou de ne pas être soigné, qu'il choisisse d'aller vers après, s'il le doit malheureusement, vers les soins palliatifs ou non, qu'il choisisse l'euthanasie ou non, qu'il choisisse de vivre jusqu'au bout en famille sans se soigner, eh bien, pour qu'il puisse le faire, eh bien, il faut que cette information percole chez l'ensemble des publics et certainement les plus vulnérables. Nous n'avons pas toutes et tous le même accès à l'information, le même accompagnement. Et donc la vulnérabilité, c'est évidemment l'âge, on parlait des mineurs tout à l'heure, c'est évidemment la précarité, les moyens financiers, le sans-abrisme et l'analphabétisme, tant de choses qui font qu'aujourd'hui, on doit être vraiment soucieux de donner une bonne information, un bon accompagnement pour que chacun puisse choisir librement. Autre point essentiel, évidemment, c'est ce terrible paradigme que nous devons changer, et ce ne sera pas aisé de le faire, M. Baclaine le disait. Il faut consacrer du temps à l'écoute, il faut que notre médecine, et elle en a envie aussi cette médecine, de pouvoir consacrer du temps aux patients, puisse le faire sans avoir la pression du monde hospitalier qui, lui, forcément, a besoin de financement, de rentabilité et de facturation des actes posés. Donc il faut revoir aussi cette nomenclature pour donner le temps d'avoir du temps pour le patient et de l'écouter. Il faut aussi certainement donner les moyens, Mme Rony le disait, de renforcer les corps médicaux. On le sait déjà aujourd'hui, on souffre de manque de personnel soignant au chevet des patients. Donc il faut aussi trouver une réponse, puisque si on n'est déjà pas en mesure, là maintenant, de donner l'acte médical, comment pouvons-nous être en mesure demain d'écouter et de donner l'attention que le patient attend? Ce sera un enjeu évidemment futur. Et puis l'enjeu, sans aucun doute, ce sera aussi la protection de la vie privée. Il faudra y être attentif. Et je crois qu'effectivement, dans cet aspect, eh bien, nous devons veiller à ce que ce soit bien le patient qui choisisse demain qui peut avoir accès à ces données. Peuvent-elles être partagées, oui ou non? Qu'adviendra-t-il après sa mort, malheureusement, si effectivement il décède demain? Qu'adviendra-t-il de son dossier? Souhaite-t-il qu'il soit connu ou pas connu? Dans le cas des mineurs aussi, c'est le deuil des familles. Quelle force donne-t-on aux parents, aux représentants de ces mineurs, pour aussi pouvoir accéder à des infos, pour comprendre ce qui à un moment donné s'est passé? Et puis certainement, on devra avoir confiance, nous patients, vous toutes et tous, dans le monde médical, dans l'intelligence artificielle, dans l'évolution de notre société. Ce sont des enjeux futurs. Je me réjouis qu'on puisse discuter, ce sera en commission santé, de ce futur projet de loi
et bien sûr d'avoir un regard critique. C'est le rôle du législateur, le parlementaire est là aussi pour contrôler le gouvernement, donner son avis et corriger le tir s'il doit l'être, mais il est encore prématuré pour le dire. En tout cas, on est sur une bonne voie. Merci. Merci à vous tous. Donc je vais maintenant passer à une deuxième question. Donc on a ici souligné énormément d'enjeux justement pour garantir l'effectivité des droits. Alors ici la deuxième question que je voudrais poser concerne le prosélytisme qui est parfois présent dans les structures de soins et en l'occurrence un prosélytisme religieux qui nous revient du terrain. Alors, ce phénomène est assez problématique puisqu'il faut déjà bien noter que les patients sont déjà en situation de vulnérabilité. Donc, ce phénomène vient d'autant plus entraver leur autonomie de décision. Donc, ma question, c'est quelles sont les conditions supplémentaires, selon vous, qu'il faudrait garantir pour permettre le consentement libre et éclairé du patient, de sorte que celui-ci soit réellement délié de toute influence extérieure. Alors, je vais donner maintenant la parole à Monsieur Daniel Baclen, si vous voulez bien répondre. Et alors, juste, je vais être un peu plus sévère, je pense, pour ce tour de parole, parce que le temps va commencer probablement à manquer. Donc, oui, si on peut passer le micro. Merci à vous. Bien, mais effectivement, dans les droits du patient, il y a notamment le droit à l'intimité. Hein. Et pour moi, le droit à l'intimité, c'est aussi le droit au respect de ses propres convictions, de ses propres croyances, et donc l'interdiction de toute discrimination qui serait fondée sur des différences en termes de croyances ou de convictions politiques ou philosophiques. Et donc c'est évidemment important de faire respecter cette interdiction de discrimination, mais il faut aller, à mon avis, un peu plus loin que cela, puisque aujourd'hui on sait que le prosélytisme religieux notamment existe dans un certain nombre de structures hospitalières. Alors il faut mettre en balance toujours le droit de manifester sa religion et le droit à la liberté d'expression, mais ce sont des libertés relatives qui doivent être limitées à un certain moment. Et puis la liberté de conscience, qui elle est un droit absolu. Elle ne doit pas limiter la liberté de conscience. Et donc, je pense qu'on doit faire primer la liberté de conscience sur le droit de manifester ses opinions religieuses dans un milieu où les personnes sont en état souvent de vulnérabilité, donc sont, si je veux utiliser un terme un peu facile, des proies faciles par rapport à des gens qui auraient des intentions pas trop louables et qui voudraient essayer de manifester leur envie de convaincre, de faire changer les opinions des malades par le contact qu'ils ont avec eux. Alors ça concerne autant évidemment les usagers globaux, tous les usagers de l'hôpital, les patients, mais aussi le personnel soignant et qui est en contact avec le patient et qui aussi doit avoir un droit de réserve, doit être réservé par rapport à ses propres opinions et ne pas les faire prévaloir sur sa tâche première, qui est quand même d'apporter des soins aux patients. Et ça, c'est évidemment, me semble-t-il, important. Et donc, moi, je suis partisan d'introduire la notion de neutralité dans les services publics hospitaliers, et faire en sorte qu'il y ait d'abord une interdiction du port de signes religieux, politiques ou convictionnels pour tout le personnel soignant. Alors bien entendu, pour les patients qui rentrent dans un service hospitalier, il a le droit évidemment de s'habiller comme il veut et d'arborer les signes qu'il veut, mais il faut qu'il y ait quand même au niveau de l'ensemble des intervenants dans l'hôpital,
une réserve par rapport au prosélytisme. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, très clairement, a indiqué que le prosélytisme de mauvais aloi, enfin il faut redéfinir ce que ça veut dire, mais le prosélytisme de mauvais aloi devait être interdit et qu'il n'était pas anormal que des règlements de travail et des législations sur le travail, sur les lieux de travail, interdisent le prosélytisme. Vous avez sans doute entendu parler de cette enquête sur le personnel de la STIB, hein, où 50% des employés disent avoir été l'objet de prosélytisme et 3/4 du personnel souhaitent être à l'abri de ce prosélytisme. Donc je pense que c'est quelque chose de réel auquel on doit être attentif aujourd'hui. Ça fait partie du droit des patients, du droit à l'intimité. Oui, merci. Oui, je suis désolée, je vais commencer un petit peu à interrompre, sinon on va vraiment manquer de temps. Mais merci à vous en tout cas pour cette intervention très éclairante. Donc je vais donner la parole à Madame Laurence Hennuy. C'est une question vraiment intéressante. Et donc on parle de prosélytisme ici dans le cadre de la loi droit du patient. Et jusqu'où va en fait ce prosélytisme, dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il ne dit pas? Et à nouveau, pour raccrocher au droit du patient, on a parlé de l'importance d'avoir une information complète, en fait, pour pouvoir donner un consentement éclairé. Et ce prosélytisme qui sous la liberté de conscience, viendrait en fait à occulter certaines informations par rapport à un acte médical, est vraiment problématique. Et donc, la liberté de conscience, elle est évidemment intouchable, M. Baclaine l'a dit. Par contre, elle ne peut pas être une sorte de cache, en fait, pour ne pas donner une information complète. Je parle, par exemple, on ne va pas parler directement de choses religieuses quand on va demander pour une ligature de trompe, par exemple. Mais par exemple, on va dire, oui, mais est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous n'êtes pas trop jeune? Est-ce qu'on pose exactement les mêmes questions pour une vasectomie? Voilà, je ne sais pas. Et ces questions-là, en fait, sont vraiment nécessaires et pour moi, elles doivent être traitées dès le départ de la formation et de la formation continue, avec la présence, en fait, de questions bioéthiques et de formation peut-être aussi en philosophie et que sais-je, pour accompagner les soignants, pour ne pas en fait biaiser le choix et de donner en fait une information neutre, l'information neutre sur une pratique de soins qui doit être neutre et complète à tous les niveaux. C'est aussi dans ce sens qu'on avait demandé que par exemple l'IVG ou l'euthanasie soit considéré comme un acte médical. Ça veut dire aussi qu'alors cet acte médical, il dépend de la loi de qualité, en fait. Et donc, ce n'est plus non plus un problème de conscience d'en parler, en tout cas, de le faire, oui. Mais en tout cas, ça doit en fait répondre à un certain nombre de cadres de qualité qui doivent alors peut-être se retrouver dans des normes de qualité des hôpitaux. Mais ici, le prosélytisme, il n'est pas uniquement limité à l'hôpital, il peut aussi se passer au niveau des médecins généralistes, de certaines infirmières. Et donc, travailler sur cette donnée-là n'est pas uniquement une question de légalité ou de principe qui doit être respecté, mais il doit se vivre déjà en fait au niveau des études et dans la pratique de soins en général. Très bien, merci à vous. Je vais passer la parole à Monsieur André Bossely pour réagir. Merci. Voilà, merci. Bon, mais je pense qu'on ne doit pas nier qu'il y avait du prosélytisme de façon importante dans certains hôpitaux, notamment les hôpitaux où c'était des congrégations religieuses qui étaient non seulement travaillant dans l'hôpital, mais aussi propriétaires de l'hôpital. Alors je pense que quand même les choses ont grandement changé. Enfin, moi j'ai fait ma carrière dans un hôpital de l'université de Louvain. Les choses ont changé et dans notre hôpital, les problèmes d'euthanasie ont été conformes à la loi et c'est comme ça que ça se passe. Et je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que les hôpitaux publics
qui ont le devoir de neutralité, il est évident que les hôpitaux privés ont aussi le même devoir de neutralité. Et je crois que c'est vraiment important, et c'est dans notre éthique, et pour parler politique, c'est aussi maintenant une pierre angulaire de désengager. Peut-être une suggestion, c'est d'écrire dans la loi que le comité d'éthique hospitalière, où il y a des juristes extérieurs à l'hôpital, où il y a des philosophes, des personnes extérieures à l'hôpital, devrait être le garant de cette neutralité. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien, un tout grand merci à vous. Je vais passer la parole à Madame Sophie Rony. Merci pour votre question, parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler au Centre d'Action Laïque en 2011, on parlait déjà de prosélytisme dans les hôpitaux. Alors forcément, je pense à l'avortement, puisque c'est un acte médical qui, malheureusement, pour certains médecins, n'est pas vu comme tel, et d'abord vu comme une question idéologique. Et on voit d'ailleurs que cette philosophie se retrouve auprès de certains de nos collègues au Parlement. Mais soit, heureusement, on a des centres de planning qui permettent aux femmes qui désirent avorter de pouvoir être soutenues et écoutées et respectées dans leur choix. Mais force est de constater que pour d'autres types d'actes médicaux, ou encore aussi pour des avortements, parce que l'on se réfère parfois à son médecin généraliste, on ne sait pas vers quel centre de planning, etc., se diriger, force est de constater que oui, il y a cette clause de conscience qui peut jouer. Et donc, je me suis permise, lors des auditions en commission, de mettre les pieds dans le plat et de poser directement la question aux experts de savoir s'ils constataient dans leur expertise, dans leur travail quotidien, des problèmes d'acharnement thérapeutique, des cas où vraiment des traitements été refusés malgré tout prodigués. On parle par exemple beaucoup des violences obstétricales. On sait qu'on recourt peut-être trop à des césariennes, à certaines pratiques, etc. Et donc aussi, sans doute que l'aspect religieux peut jouer pour certaines pratiques par rapport à cela. Et je n'ai pas obtenu de réponse claire par rapport à ça. J'ai ressenti un très grand malaise. Et donc, ça montre à quel point cette question est sensible et doit pouvoir être résolue. C'est problématique parce que forcément le consentement, c'est ce qui fait l'essence de cette loi sur les droits du patient. Le consentement doit pouvoir être exprimé et respecté. Force est de constater que malheureusement ça n'est pas le cas dans toutes les institutions hospitalières. Et donc par rapport à cela, quelques recommandations pour nous qui nous semblent fondamentales. Déjà, le fait que l'information doit être complète et dans un langage adéquat auprès du patient. On l'a dit, en particulier auprès de publics qui sont vulnérables, parfois qui sont en fin de vie et qui attendent des médecins et des soignants que leur ultime volonté soit respectée. Je pense que c'est essentiel. Qu'il y ait aussi en amont une plus grande formation initiale et continue des soignants. On sait que par exemple par rapport à la fin de vie, c'est heureusement grâce au forum EOL, donc End of Life, que certains médecins sont formés aux questions de fin de vie. Et donc ce n'est pas dans le cursus en tant que tel général des futurs médecins. Il y a aussi la possibilité qui doit pouvoir être laissée aux patients de pouvoir s'exprimer par rapport à ce qui convient le mieux. Et je pense que l'assistance morale joue un rôle fondamental par rapport à ça. Et aussi par rapport, et je remercie d'ailleurs ma collègue Amy par rapport à cela, le fait qu'on ait voté au Parlement en 2020 le balisage de la clause de conscience en matière d'euthanasie. Donc le fait que c'est quelque chose qui doit appartenir aux médecins, pas à une institution, ça a été vraiment expressément précisé dans la loi. Le fait aussi que le médecin doit pouvoir donner une réponse très claire, très vite au patient, dans les 7 jours, à charge pour lui ensuite de transférer le dossier médical à un autre médecin. Donc on a fait tout ce travail-là. Mais je pense qu'on doit effectivement aller encore plus loin. Je l'ai dit, revaloriser les professions de soins. Et il y a la question cruciale de la neutralité des services publics.
Mon parti des filles est très en pointe sur cette question-là. Nous avons d'ailleurs déposé une proposition de loi pour veiller à ce que cette neutralité des services publics soit assurée. Mais c'est vrai que je rejoins mon collègue désengagé pour le coup, dans le sens où je pense que cette neutralité doit pouvoir être respectée dans toutes les institutions hospitalières. Parce que si on se trouve dans un hôpital privé, c'est pas forcément parce qu'on adhère à l'idéologie de cette institution, c'est parce que voilà, on va dans tel hôpital parce que tel hôpital offre une expertise spécifique par rapport à la maladie dont on souffre. Pour des commodités pratiques aussi, on va à l'hôpital qui est plus proche de chez soi. Et donc je pense que de ce fait-là, la neutralité doit vraiment pouvoir être assurée dans l'ensemble des institutions hospitalières. D'accord, merci. Un tout grand merci. On va passer la parole à Monsieur Rigaud. Oui, merci bien. Alors, sur l'aspect moral et religieux, je crois qu'il y a deux angles. Alors, on parle de prosélytisme. Je vais d'abord parler d'un premier angle, qui est l'accompagnement moral et religieux que souhaite avoir le patient. Je crois qu'aussi, on doit lui permettre, dans un premier aspect, on parle souvent, lorsqu'on est en milieu médicalisé, évidemment, de soins de santé, d'accompagnement de dimension somatique, mais il y a aussi la dimension morale, le bien-être, l'aide, le soutien du patient. Dans ce cadre, je pense qu'il faut respecter sa liberté de choisir celles et ceux qu'il souhaite rencontrer, qui peuvent l'accompagner à titre individuel dans ces moments, pas forcément de fin de vie, dans ces moments aussi où il se bat pour la vie, où il est en train de mener un combat. Donc ça, c'est important que les structures aussi laissent cette liberté individuelle au patient de choisir qui lui rend visite, comment lui rend visite et de quelle énergie il a besoin. Premier élément. L'autre élément, bien sûr, effectivement, la neutralité des structures, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient maisons de repos, que la neutralité aussi des corps médicaux est essentielle. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans les centres d'accueil pour réfugiés. Je gérais des structures et j'ai quelquefois dû avoir des discussions avec les services médicaux qui refusaient de parler de l'interruption volontaire de grossesse. Alors, évidemment, on peut avoir son choix, sa conception personnelle sur la situation, mais il n'en demeure pas moins que nous avons le devoir, lorsqu'on est personnel soignant, lorsqu'on est personnel social dans une structure, de donner l'information de façon neutre, objective, toute l'information qui permet ensuite au patient, dans le cas présent à la femme, de faire son choix de vie librement, en connaissance de cause et sans la moindre influence à son égard. Cette neutralité, elle doit vraiment être au cœur de l'accompagnement médical. Elle doit l'être, on le disait, dans les institutions publiques, mais aussi dans les institutions privées. Je me rappelle du combat que nous avons mené en 2020 pour justement, Mme Rony le rappelait, mener à l'interdiction des clauses de conscience collective, à savoir une maison de repos dit « chez moi, pas d'euthanasie ». C'est quand même une réalité. Il y avait encore du travail et si nous avons mené ce combat, c'est que malheureusement, il y avait effectivement des structures où c'était pas question, où des personnes qui souhaitaient mettre fin à leur vie, ce qui était leur droit, devaient quitter la maison de repos ou l'hôpital et aller dans des familles, chez les parents, chez les enfants, pour que quelqu'un puisse leur administrer, répondre à leurs demandes. C'est une réalité, on l'a vécu dans les auditions. Et donc aujourd'hui, fort heureusement, nous avons fait un pas supplémentaire dans la liberté de pouvoir bénéficier du soin que l'on veut, en l'occurrence ici, la fin de vie, bien sûr. Il y a certainement encore un peu de travail à faire, j'en doute pas. Mais ce que nous a voulu faire aussi, M. Baclaine, c'était de garder aussi la liberté pour chaque médecin, à titre individuel, d'avoir sa conscience, son choix. Et il n'y a pas d'obligation pour le médecin aussi, c'est ce qu'on a ajouté, de pratiquer cette euthanasie, avec effectivement, par contre, l'obligation de devoir transmettre le dossier vers un autre collègue qui pourra ensuite donner la réponse attendue par le patient. Donc ici, on a garanti la liberté du médecin, on a garanti la liberté du patient, et on doit poursuivre dans ce schéma futur. C'est essentiel pour que le patient soit autonome. Il faut aussi qu'on respecte ses choix et qu'il ne soit pas obligé de se déplacer d'institution en institution pour obtenir les soins auxquels il a fondamentalement droit. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Rigaud. Un mot de conclusion de la part de Monsieur Thierry Warmous donc sur cette question. Je ne vais pas conclure, mais ce que vient d'évoquer le collègue Rigaud me rappelle un souvenir, juste pour dire l'importance de la question. Donc sur cette proposition du PS, effectivement, d'interdire au fait aux hôpitaux, d'interdire à leurs médecins de pratiquer l'euthanasie, ça a donné en commission
6 heures de débat, si je me souviens bien, les collègues s'en souviendront. Première lecture, 3 heures de discussion. Deuxième lecture, 3 heures de discussion avec le CDNV, la NVA, le Vlaams Belang. J'ai dû passer au vote manu militari, vraiment. J'étais encore au début de ma présidence, donc j'étais peut-être encore un peu moins tactique. J'ai été convié chez le président de la Chambre à ce moment-là, simplement pour ça, pour avoir fait ce vote dont on connaissait le résultat à l'avance. Voilà, juste pour dire que c'était pas évident, pour un truc qui paraît évident, que l'opposition était, enfin l'opposition de NVA, CDNV, et il n'y avait pas encore de gouvernement Vivaldi à ce moment-là, était très forte. J'étais un peu pris à dépourvu parce que la question à l'origine, elle était, voilà, qu'est-ce qui est nécessaire pour garantir de permettre le consentement libre et éclairé du patient? Vous avez rajouté la question du prosélytisme très spécifiquement. Moi, je vais quand même juste dire que évidemment que pour le PTB aussi, les institutions de l'État et bien entendu aussi les établissements hospitaliers doivent être totalement neutres. Et donc nous avons bien entendu soutenu la proposition du PS à ce niveau-là, par exemple. Mais pour nous, ça ne passe pas pour une interdiction des signes convictionnels. Soyons clairs, on parle du foulard essentiellement. Pour nous, les deux ne sont pas assimilés et donc on estime en tant que PTB, en tout cas par cette interdiction-là, qu'on empêche, qu'on discrimine à l'emploi certaines personnes qui voudraient, par exemple, exercer le métier d'infirmier qui est en pénurie. Je sais bien, je vois des gens hocher la tête, je sais que je suis au Centre d'action laïque, mais je tenais à être clair à ce niveau-là. Par contre, pour nous, ça passe essentiellement par renforcer la position du patient qui est dans une situation au fait, de dépendance vis-à-vis du médecin ou du soignant, et nous avons fait plusieurs propositions à ce niveau-là, c'est-à-dire accroître la visibilité et la connaissance des droits des patients, aussi bien pour les prestataires eux-mêmes que pour les patients, faire en sorte, ça j'en ai déjà parlé, qu'une infirmière puisse suivre des discussions avec les médecins et expliquer mieux aux patients. La question aussi d'avoir un rapport écrit qui décrit dans un langage clair le diagnostic, les interventions médicales possibles, y compris les implications, les risques, les bénéfices et une estimation des coûts impliqués, les possibilités aussi de recours au service de médiation, etc. pour le patient, et étendre aussi le champ d'application des droits des patients à tous les secteurs des soins de santé où ce n'est pas encore tout à fait le cas. Je pense, par exemple, on peut penser aux maisons de repos, on peut penser aux prisons, on peut penser, voilà, on pense spontanément toujours aux hôpitaux, mais les soins vont bien plus loin. Et je voulais juste, ce que j'avais plutôt préparé alors, c'était dire simplement que ce qu'on regrette un peu dans la résolution qu'il y a maintenant et aussi dans le projet du ministre, c'est qu'on n'aborde pas les questions structurelles qui font que les droits des patients ne sont pas toujours respectés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a eu le scandale Altrio qui était surtout en Flandre. Donc Altrio, qui est une entreprise de soins à domicile, qui a au fait fait pression sur ses infirmières, puisque vous savez que le métier d'infirmière est en pénurie, pour prendre des infirmières, par exemple à la Croix jaune et blanche, donc à leurs concurrents, où on donnait une prime, je pense, jusqu'à 10 000 € à l'infirmière pour venir chez eux, pour prendre ses patients avec. Et donc, il en a découlé que les infirmières ont mis pression sur leurs patients pour changer de la Croix jaune et blanche vers Altrio. Et donc, ça a à voir naturellement avec la marchandisation du secteur. Et M. Baclaine a fait référence aussi, vous avez dit, M. Baclaine, que le temps parlé ne rapporte rien à l'hôpital. Donc, oui, le dialogue est important quand même. Madame Roni aussi a dit que le nombre de soignants sur le terrain... Oui, juste dire que là, on avait fait aussi des propositions. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis désolée, mais c'est pour que vous puissiez aussi arriver à temps en plénière. Donc, je vais laisser la parole à Madame André Poquet pour une dernière question sur justement l'assistance morale et religieuse. Donc, on en a déjà plus ou moins parlé. Merci beaucoup. Donc, concrètement, je représente une des associations constitutives du CAL qui a pour mandat, au fond, d'accréditer les conseillers laïcs. Nous préférons maintenant nous appeler accompagnants laïcs, ça colle quand même plus à notre philosophie, d'accréditer et aussi d'assurer la coordination dans le cadre des différentes structures de santé. Je voudrais dire deux choses. D'abord, le premier point, il est plus cohérent de parler d'usagers de soins de santé plutôt que de patients, parce que nous-mêmes, nous allons travailler, et il suffisait de vous écouter, avec toute personne qui est en attente de soins,
quel que soit son âge, quelle que soit sa situation de vulnérabilité, peut-être est-il plus judicieux aussi de parler de fragilité, parce que ce n'est pas parce qu'on est fragile qu'on en perd sa tête, et la santé mentale qui a été abordée et qui n'a pas été prise en compte dans le cadre des droits des patients. Premier point. Donc, et autre point, sortons de l'hôpital. L'hôpital, c'est souvent un passage très bref, et parlons de toute structure qui offre des soins. Nous avons certainement autant de difficultés dans les centres de santé mentale, des centres de planning, etc. Et heureusement, les politiques de santé se centrent de plus en plus aussi sur le maintien au domicile. Pour en arriver rapidement, donc bien sûr, l'accompagnant laïque, quel est notre problème? Et c'est pour ça que je suis ici, c'est que nous nous appuyons toujours sur une vieille circulaire de 73. Donc, franchement, je profite du moment, de l'instant, pour vous demander s'il n'est pas possible de dépoussiérer, de mettre de la visibilité, de manière à ce que le mandat du conseiller laïque, de l'accompagnant laïque, ou de tout autre collègue qui répondent à l'approche philosophique ou religieuse, et évidemment force. Pourquoi? Parce que bien sûr, et cela depuis la loi de 2000, on réalise bien que le bénévole, le volontaire accompagnant laïque est souvent le médiateur pour justement arriver à faire respecter ces fameux droits du patient. Donc, triangulons, et c'est peut-être une des manières. Ma question, je vais la lire pour ne pas la louper. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de réactualiser, de donner une réelle visibilité à cette fameuse circulaire du ministre de Zagre, 1973, je vous le rappelle, en l'intégrant à part entière dans les droits du patient? Et cela, je pense, nous pensons, on a déjà fait plusieurs groupes au niveau du CAL, au niveau du service laïque d'aide aux personnes, d'ailleurs à ce sujet, cela permettrait probablement de garantir le respect des convictions philosophiques et religieuses de chacun de nous. Je voudrais avoir votre avis, mais je repasse tout de suite le micro à Lucie. Voilà, donc peut-être voilà, une ou deux phrases pour répondre à cette question qui est importante, mais je voudrais vraiment laisser aussi la parole au public. Alors, Sophie Rohini, pour commencer à répondre. Oui, très rapidement, donc. Oui, c'est ça. Non, vraiment, un tout grand merci pour votre question. C'est vrai qu'on parle de l'assistance morale dans la loi, mais comme mission, en fait, du Conseil central laïque, mais pas comme droit du patient à part entière. Et c'est tout cela le problème, alors que, comme je l'ai dit, effectivement, le lien entre santé physique et santé mentale, il est indispensable. Cette assistance morale, elle est essentielle parce que, justement, elle permet de répondre à cette nécessité d'avoir des soins multidisciplinaires, de vraiment prendre en considération le patient dans l'ensemble de ses besoins, et donc de manière très claire. Oui, je pense que c'est une piste qui serait tout à fait intéressante à investiguer. Vous m'avez demandé d'être courte, là, pour le coup, je ne pouvais pas faire mieux. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Hervé Rigaud. Oui, merci, mais je pense que dans l'intervention précédente, j'allais déjà dans ce sens, sans mettre vraiment, sans citer le cadre juridique, la liberté du patient d'être accompagné, comme l'a dit Sophie, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est l'accompagnement est aussi fondamental que les traitements médicaux en tant que tels, et que dès lors, c'est évidemment une piste à réfléchir. Ce qui doit être garanti, c'est la liberté du patient d'être représenté par qui il le souhaite, qu'il ne puisse pas y avoir de barrage de l'institution ou de qui que ce soit par rapport à cette volonté individuelle. Elle doit être respectée, et c'est tout à fait dans ce sens que nous devons travailler l'autonomie, et vous avez dit de l'usager, plus même que du patient, de l'usager. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Madame Hennuy. Je vous avoue que je ne me suis pas plongée dans cette circulaire de 1973 et que j'ai un peu découvert la question ce matin, mais en fait, elle est super intéressante et j'en ai parlé avec des personnes qui pouvaient aussi un petit peu m'éclairer pour se dire comment est-ce que je pourrais aborder ça. D'abord, sur
la loi de droit du patient, elle règle en fait la relation entre le patient, l'usager, et le professionnel de soins. Donc ici, on est quand même sur un accompagnement plus spirituel, et donc il faudrait voir dans quelle mesure on rajoute en fait un acteur dans le cadre de cette loi, mais ça c'est vraiment très, très cadrant. Je voulais juste revenir sur la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, elle fait partie de la santé de manière holistique. Et donc faire un chapitre à part sur la santé mentale, pour moi, n'a pas de sens. Un patient, il peut avoir un problème de santé physique et puis en fait aussi un problème de santé mentale, mais je ne lierai pas non plus ce problème de santé mentale avec un problème ou un besoin d'un accompagnement plus spirituel à un moment donné. Et aussi, je pense, ce qui est important, c'est que cet accompagnement reste toujours à la demande du patient ou de l'usager, et qu'il n'y ait pas de manière proactive de qui que ce soit, et que ce soit toujours une réponse à une demande bien précise. Voilà. Merci. Monsieur Warmous? Oui, il y a naturellement la science médicale, mais on doit reconnaître qu'il y a aussi la perception personnelle de l'usager, alors, des soins de santé qui joue, qui est important par rapport à la santé, la vie, la mort, son appartenance à une communauté et ses opinions philosophiques, religieuses. Et notre société se diversifie de plus en plus, donc on doit être conscient de ça. Il n'y a pas de solution toute faite. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder la circulaire de 73, on y regardera. Mais je pense qu'effectivement, je suis plutôt pour dire qu'effectivement, ça fait partie du droit du patient, que les choses qui sont importantes pour lui ou elle, que ce soit une opinion religieuse ou justement pas, philosophique, qu'on en tienne compte et qu'il soit éclairé à ce niveau-là. On a aussi d'ailleurs fait la proposition que dans les hôpitaux, il y ait des médiateurs culturels aussi, pour que ces aspects-là soient aussi pris en compte. Très bien, je vous remercie. Monsieur Daniel Baclen? Oui, peut-être je vais répondre en 2 phrases, mais je voulais quand même dire, parce que je n'ai pas du tout la même position de neutralité que M. Warmous, même si nous portons le même costume bleu. Mais je ne peux pas concevoir qu'un patient ou un usager de soins se rende dans un hôpital et pour un problème soit d'avortement, soit d'euthanasie, et soit en contact avec quelqu'un qui ostensiblement porte un signe d'une religion qui est contre l'euthanasie et contre l'avortement. Ça, c'est inacceptable. Et donc, s'il y a bien un lieu où la neutralité doit s'appliquer, c'est bien celui-là. On revient aux accompagnants. Je pense que les accompagnants, ça doit être un droit du patient, effectivement, de se faire accompagner. Il faut, à mon avis, quand même un certain encadrement, je pense, parce qu'il faut éviter, évidemment, que l'accompagnant, qui a son rôle non seulement vis-à-vis du patient, mais aussi dans la relation entre le patient et l'équipe soignante. C'est très important parfois. Et l'accompagnant peut jouer un rôle. Mais il faut évidemment que l'accompagnant ne soit pas prosélyte. Et donc, parce que sinon, alors, on a introduit le loup dans la bergerie. Et donc, je pense qu'il faut quand même être prudent par rapport à ça. Et je n'ai aucune crainte par rapport à l'accompagnant laïque, puisque lui, il est par essence neutre sur ce plan-là. Donc, il ne va pas, évidemment, défendre, essayer de convaincre pour telle ou telle opinion religieuse. Mais par contre, il peut y avoir des accompagnants qui jouent parfois un rôle. Donc, l'accompagnant, il doit répondre à la demande du patient et pas plus que ça. Il ne faut pas qu'à un moment donné, il s'arroge le droit de commencer à parler avec d'autres patients qu'il rencontre dans l'hôpital ou dans le couloir. Il faut quand même qu'il y ait un certain encadrement. D'autant plus qu'il faut, à mon avis, l'introduire de manière plus formelle que dans une simple circulaire pour pouvoir encadrer ça de manière plus efficace. Je vous remercie. Et donc, une dernière intervention, M. Bosqui. Très vite, je crois que les convictions, c'est au cœur de notre être. Donc, il est évident que le patient doit avoir la possibilité d'être accompagné selon ses convictions. Ça, c'est évident. Et la neutralité, c'est justement de permettre que cela puisse se faire partout. C'est très important. Alors, il ne faut pas que les accompagnants se présentent eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une demande. Je pense que dans beaucoup d'hôpitaux, c'est mis dans le carnet
qu'on donne aux patients lorsqu'il entre dans l'hôpital en disant voilà telle et telle personne qui peut et vous pouvez les appeler. Donc ça doit pour moi faire partie clairement de la loi pour les droits des patients. Alors moi je voulais me tourner vers tous les parlementaires qui sont là, parce que j'ai entendu parler, et je suis tout à fait d'accord, sur le manque de soignants, sur la réforme de la nomenclature. Mais la réforme de la nomenclature, j'entends ça depuis au moins 25 ans. Alors, allez-y. Je vous remercie. Encore un tout grand merci à vous tous pour la qualité de ces interventions. Je vais maintenant donner la parole à notre cher public pour une première question. Donc je ferai passer mon micro. Oui ? Il y a quelques années des patients qui arrivaient à l'hôpital et qui refusaient, pour des raisons culturelles et religieuses, d'être soignés par une femme médecin. Est-ce que le patient, dans ses droits, peut choisir le genre de son médecin qui va le soigner? Merci beaucoup. Oui, Daniel Baclen. Le droit des patients confirme la notion de liberté de choix. Mais évidemment, de nouveau, la liberté de choix, ce n'est pas une liberté absolue, hein, c'est une liberté relative, puisque dans une situation d'urgence, par exemple, ou si il n'y a pas, ou si on est en dehors des horaires habituels, un week-end, etc., dans un service de garde, là, évidemment, la liberté de choix, elle est plus restrictive. Et donc, le patient peut évidemment refuser d'être soigné, ça, c'est son droit, hein, mais il ne peut pas exiger la présence de tel ou tel médecin dans un service de garde ou dans un service d'urgence. Merci à vous. Une autre réaction ? Non ? Alors, je vais tout de suite donner la parole à notre autre question. Voilà, moi j'ai rempli une déclaration anticipée, autant pour l'euthanasie que pour les droits des patients. Évidemment, elles ne disent pas la même chose, mais elles ne sont bien entendu pas contradictoires, elles se renforcent l'une l'autre. Il se fait que je suis particulièrement concernée par les problèmes de démence. Quand je dis démence, c'est démence, pas simplement trouble cognitif. Et voilà, dans la déclaration d'euthanasie, il y a une restriction sur la déclaration anticipée, parce que d'une part, une personne vraiment démente est incapable de faire part de ses volontés, et d'autre part, la déclaration anticipée n'est, semble-t-il, pas tenu compte par le médecin à partir du moment où la personne n'est pas dans un état d'inconscience complète, c'est-à-dire en état de coma. Est-ce que dans la déclaration anticipée pour les patients, est-ce qu'il y a une restriction de même ordre? Sinon, ça fait quand même une contradiction. Ou bien est-elle vraiment contraignante? Bon, s'il n'y a pas de réaction tout de suite, je peux peut-être prendre une deuxième question déjà. Donc, je vous demande de bien garder celle de Madame en tête. On répondra à ces deux questions ensemble. Donc, oui, c'est vous qui leviez la main. Merci. Suite à ce que Madame a dit, je me posais la même question de l'entourage d'un patient handicapé mental et physique. Est-ce que le droit du patient envisage éventuellement une place pour l'entourage d'une personne porteuse d'un handicap mental et physique? Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a une réaction? Donc, j'invite également, si quelqu'un a la réponse dans le public à ces questions, qu'il se manifeste aussi. Donc, non. Bon. Alors, encore une question par ici. Oui, tu réponds. Je peux répondre à la question sur le plan logistique? Oui, vraiment. Faut déboter. Tout ce que j'ai lu, puisqu'en effet, cette question par rapport à la déclaration anticipée plutôt négative, donc sur les soins auxquels le patient souhaiterait refuser anticipativement, parce que je pense par exemple à des réanimations, à des soins palliatifs, au niveau du respect de la volonté du patient dans ce cadre, je vais me prononcer dans le sens où il n'y a pas de formulaire spécifique pour cette déclaration anticipée,
et elle n'est pas enregistrée. Alors, évidemment, ça soulève des questions par rapport aux questions de capacité, ce genre de choses, mais je pense que dans l'état actuel de la loi, évidemment, je parle sous contrôle des parlementaires, qui connaissent sans doute ce sujet mieux que moi, voilà. Il n'y a pas de formulaire obligatoire, il n'y a pas de formulaire enregistré, et donc, D'accord, merci beaucoup Anaïs pour la réponse. Une réaction? Oui, je complète en fait. C'est vrai qu'il y avait dans les discussions que nous avions eues autour de la résolution, c'est d'avoir aussi une simplification de tous ces formulaires voilà, différents. Donc moi je m'étais mis comme objectif en fait de les faire moi-même, voilà, pouvoir déjà en fait faire un parcours d'usager. Et de voir ce que ça représentait aussi en termes de charge, de qui j'allais choisir. Et, parce que quand on lit comme ça, en fait, simplement, je trouve que c'est assez compliqué de comprendre ce qui est nécessaire, de changer. Voilà, comme j'ai eu des décès assez proches dans la famille, j'étais pas vraiment dans le mood pour le faire, mais en tout cas, ça reste voilà, dans mes objectifs, et je pense que c'est une bonne manière de pouvoir comprendre aussi les problèmes de santé mentale et ou de démence, jusqu'à quel moment en fait on est dans ce point de basculement, on peut encore donner son consentement. C'est toujours ça qui est assez complexe. Et donc voilà, je sais qu'il y a mon collègue Roby Ducaluet et Daniel qui ont penché sur la question. C'est, je trouve, tellement important, avec aussi tout ce qui se passe et qui va arriver dans les problèmes de démence, de problèmes de maladies neurodégénératives. Il faudra clairement se poser la question pour que voilà, les patients soient le mieux encadrés en fin de vie. En fait, merci. Simplement, le problème aujourd'hui, c'est que la déclaration anticipée, elle postule que lors de son application, soit le patient est inconscient. C'est ça le problème majeur de cette déclaration anticipée aujourd'hui. Donc, par contre, s'il n'est plus capable, parce qu'il est en état de démence, mais qu'il n'est pas inconscient, la déclaration anticipée, normalement, ne s'applique pas dans la loi actuelle. Et cela, c'est évidemment un problème. Donc, en fait, ce qu'il faut modifier, c'est la destination de la déclaration anticipée et encadrer davantage la déclaration anticipée dans ce qu'elle signifie pour un patient qui n'est pas inconscient, mais qui est en état de démence et qui, dans sa déclaration anticipée, a clairement indiqué que s'il était en état de démence et qu'il était malgré tout conscient, il demandait, par exemple, l'application de l'euthanasie. Merci. Peut-être encore juste ajouter par rapport à la deuxième question sur la personne handicapée qu'il y a naturellement dans les différentes lois la question soit d'un représentant du patient, soit d'une personne de confiance du patient. Et d'ailleurs, une des propositions que nous avions faites et qui était reprise aussi dans la résolution du Parlement, c'est qu'entre les différentes lois, que ce soit la loi sur la qualité des soins, que ce soit la loi sur le droit des patients ou la loi euthanasie, ces différents termes, au fait, ne sont pas toujours utilisés de même manière. C'est quelque chose qui était ressorti des auditions. Et donc, un des points, c'est effectivement de clarifier ça et que ce soit homogène dans les différentes lois, sans pour autant y toucher encore. Ça peut encore être une autre discussion sur les devoirs et les obligations et les droits qui en découlent. Et bon, je ne rentre pas dans tous les aspects juridiques parce que je sais que la question est complexe, mais en tout cas, c'est une des tâches auxquelles le ministre, en principe, devrait s'atteler à ce que ce soit plus clairement défini, en tout cas, et pas contradictoire entre les différentes lois. Je vous remercie. Encore une question? Oui, donc j'ai vu monsieur lever la main. Concernant la déclaration anticipée d'euthanasie et la problématique qui est posée vis-à-vis des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, il existe une proposition de loi qui a été déposée en 2013 par le professeur et neurologue Jacques Brocchi, qui vise précisément à réviser le contenu de la loi pour faire en sorte qu'on puisse aller vers un système de directives tel qu'il existe actuellement pour la déclaration dite négative ou
la déclaration de revenus de traitement, de refus de traitement. Et donc, ne serait-il pas opportun, puisque on revoit la loi de 2002 sur les droits du patient, ne serait-il pas opportun de profiter justement de ce débat parlementaire pour y inclure précisément la réadaptation de la loi qui concerne la déclaration anticipée d'euthanasie, qui est vraiment aujourd'hui, en 2023, beaucoup trop restrictive. Merci. Merci. Je ne sais pas, madame, vous leviez la main, ça rejoint le même... D'accord. Je vais peut-être alors laisser répondre. Bon, je vous donne la parole. Pour, oui, c'est ça. Je voulais simplement dire qu'il me semble qu'il manque peut-être une petite part d'attention qui devrait être donnée à la facette de la transmission de l'information au patient par le prestataire de soins, je pense aux médecins. Je fais partie de médecins spécialistes, je suis retraitée après une carrière de 40 ans dans les hôpitaux publics de Bruxelles. Et il y a un flou complet selon qu'on interroge l'ordre des médecins, qu'on lit le code de déontologie, qu'on lit la loi sur les droits des patients, quant à qui donne l'information aux patients, notamment à l'issue d'un examen technique. Et donc, je pense que peut-être on pourrait introduire la notion de partenariat entre le médecin traitant demandeur de l'examen et le médecin prestataire. En tout cas, j'ai ressenti pendant 40 ans de carrière d'importantes difficultés quant à la façon de transmettre au respect du patient qui se soumet à un examen à qui on impose tout. Je veux dire, couchez-vous, donnez votre bras, etc. Et puis après, on lui dit, rentrez chez vous, tous les résultats seront transmis à votre médecin. C'est pour moi pas acceptable sur le plan humain. D'un autre côté, un médecin prestataire d'un jour n'est pas capable non plus de connaître le patient suffisamment pour trouver les mots. Il ne connaît pas le dossier non plus pour trouver les mots pour donner le résultat d'examen. Donc ça, il me semble que c'est un tout petit détail qui n'a pas été abordé. Et puis je profite du fait que j'ai le micro pour dire que je suis considérablement effarée d'entendre qu'on assimile la césarienne à une violence obstétricale, alors probablement que c'était un raccourci saisissant, mais en tant que médecin, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Voilà. Merci. Oui, madame. Oui, alors juste une précision par rapport à mes dires concernant la césarienne. Je disais juste qu'il y a des rapports très clairs, des chiffres qui montrent que le nombre de césariennes a augmenté et que sans doute dans certains cas, il y a une pression qui s'exerce sur les institutions hospitalières pour pouvoir procéder à ces césariennes parce qu'on reste encore dans cette logique de rentabilité et de financement à l'acte. Et donc je pense que c'est important d'avoir ce débat-là. C'était un discours que j'ai tenu par rapport aux césariennes, mais ce n'est pas pour autant que je dis que c'est une violence obstétricale. Je scinde bien les deux sujets. Donc je voulais faire quand même cette clarification-là. Pour répondre à la question de monsieur par rapport au travail législatif que l'on se doit de mener par rapport à la prise en compte des personnes démentes pour leur accès au droit à l'euthanasie, encore sous cette législature, il y a des propositions de loi. On ne doit pas remonter nécessairement aux législatures précédentes. Il y a notamment un texte, je pense, de ma collègue Voreuil Karidji-Reflet qui va exactement dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'effectivement, ça a du sens de pouvoir traiter cette proposition de loi en même temps que le travail de dépoussiérage que je disais relatif à la loi sur les droits du patient, puisque déjà en 2002, on a voter ces trois lois, donc soins palliatifs, euthanasie et droit du patient, quasi en même temps, en poursuivant la même logique. Et donc, je pense que près de 22 ans plus tard,
ça garderait son sens de pouvoir travailler sur ces 3 lois en même temps, pour pouvoir finalement rester dans la même logique qui était celle du législateur à l'époque. Donc ça sera à Madame Giroflé, qui est maîtresse de son texte, finalement de se dire qu'elle souhaitera finalement joindre sa proposition de loi au projet de loi du ministre. Et pour ce qui concerne la très judicieuse remarque de Madame, oui, je pense qu'effectivement c'est très important de pouvoir clarifier le rôle de chacun par rapport à qui donne l'information aux patients, en particulier, comme je l'ai dit, au regard de la multitude des centres multidisciplinaires, par exemple. On voit qu'une maladie est beaucoup mieux prise en charge lorsque elle est traitée dans des centres multidisciplinaires. On a par exemple beaucoup travaillé ces dernières semaines sur la question de l'endométriose, sur la question des maladies rares, des maladies chroniques. Il y a des centres multidisciplinaires qui existent, et donc forcément dans ce cadre-là, pour ne citer qu'un exemple, les patients ont à communiquer et à se concerter avec toute une série de professionnels de soins. Et donc je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir savoir qui est le plus à même de pouvoir communiquer ces informations aux patients au regard de leur expertise, mais aussi au regard de ce qui est dans le dossier du patient et de son rapport aussi avec lui. Oui, Monsieur Rigaud, pour une dernière intervention. Oui, merci, mais j'aimerais simplement rebondir sur votre question très pertinente, Madame. Effectivement, on le vit tous les jours. Un des objectifs de ce qu'on a constaté lors des auditions, c'est, je le disais en introduction tout à l'heure, un point fondamental, c'est informer les patients. Et cette information, ça ne doit pas être une obligation de moyens, il faut véritablement que ce soit une obligation de résultat. C'est-à-dire que le patient qui va recevoir l'info doit la comprendre, quel que soit, je le disais tout à l'heure, sa vulnérabilité, son niveau de connaissance, son âge, sa classe sociale. Il doit comprendre ce qui lui arrive, pouvoir l'assimiler et après pouvoir poser ses choix. Je vous rejoins sur le fait que trop souvent, effectivement, je l'ai vécu pas plus tard que le mois dernier, je vais faire un test aussi hors service urgence. On me dit à ce moment-là, voilà, c'est ça, Monsieur Rigaud, super, je sors de là. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai dû aller voir sur Internet de quoi il s'agissait. Je ne sais pas, je n'ai pas de traitement, je n'ai rien, et mon médecin traitant à qui on envoie le dossier ne me recontacte pas. Et donc j'ai cette frustration de me dire, super, j'ai quelque chose, je ne sais pas quoi en faire, et je ne sais pas comment je vais pouvoir le traiter, puisque ce quelque chose me gêne. J'ai des symptômes et des conséquences. Et donc, je vous rejoins sur, il faut définir qui va pouvoir donner l'info. Certainement, le volet très pertinent, vous dites aussi qu'il faut que ce soit une personne en qui le patient ait confiance. Et certainement que cette personne vraiment qui est là, c'est celle qui bâtit cette relation de confiance. Moi, je crois beaucoup dans les médecins traitants, les médecins de famille, comme on disait avant, mais qui aujourd'hui doivent faire face à une réalité. Moi, mon médecin me dit, pour avoir un rendez-vous chez lui, mon prochain rendez-vous, je l'ai pris il y a 10 jours, c'est le 4 mai. Voilà. Je n'ai pas d'urgence, hein. C'est juste pour avoir une explication sur mes résultats. Et ce n'est pas qu'il ne veut pas me voir, c'est qu'il n'y arrive plus. Aujourd'hui, beaucoup de médecins n'y arrivent plus parce qu'ils ont une patientèle énorme, conséquente, qu'ils n'arrivent plus malheureusement à répondre à toutes les urgences, qu'il faut aussi pouvoir leur donner les moyens d'être soutenus, d'avoir les moyens de consacrer du temps aussi. Ça, c'est un défi majeur qui passera non seulement par ces textes, mais aussi par des discussions avec les entités fédérées, la formation des médecins, la possibilité de renforcer, de leur donner les moyens de soutien, de s'investir dans la médecine généraliste et de pouvoir la pratiquer dans de bonnes conditions, des enjeux fondamentaux, sans aucun doute, parce que le bien-être du patient passe aussi par le bien-être du médecin. Voilà. Très bien. Je vous remercie à toutes et tous pour de nouveau la qualité des interventions, mais aussi des questions. Je vais donc clôturer ce midi pile.